Bonsoir et bienvenue. 1 heure ensemble pour aborder la question de la prise en charge médicale des personnes migrantes et réfugiées. Nous verrons la différence en début d'émission. C'est aujourd'hui, 20 juin, la journée internationale des réfugiés. La Suisse, terre d'accueil, Genève, cité de paix, ce n'est pas une problématique qui nous est totalement inconnue, mais l'actualité récente, la prise par les talibans de l'Afghanistan, plus récemment la guerre en Ukraine et globalement les migrations d'Afrique font que la question est plus que jamais brûlante. Comment Genève fait-elle face? Pourquoi les questions médicales et de santé sont-elles centrales? Quels sont les outils, les moyens humains dont nous disposons pour leur venir en aide et aussi répondre aux impératifs de santé publique? On en parle ce soir avec plusieurs invités. Bonsoir, monsieur le conseiller d'État. Bonsoir. Mauro Poggia, vous êtes président du conseiller d'État en charge de la sécurité de la population et de la santé. Bonsoir, Ariane Merkelbach. Vous êtes directrice de l'aide aux migrants au sein de l'Hospice Général. Bonsoir, Alain Colli. Vous êtes directeur adjoint au HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève. Bonsoir, Sophie Durieux. Vous êtes responsable du programme Santé Migrants au HUG depuis près de 20 ans. Et bonsoir, docteur Natacha Proman. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous êtes médecin adjointe au service de psychiatrie adulte DHUG, responsable du pôle de psychiatrie transculturelle. Merci à tous les 5 d'être avec nous. Le 20 juin marque donc la journée internationale des réfugiés, pas des migrants. On a parfois tendance à confondre, Mauro Poggia, les distinguer, c'est important. Pourquoi ? Parce que la législation ne les prend pas en charge différemment. Un réfugié bénéficie de surcroît d'une protection internationale. C'est quelqu'un qui fuit un conflit ou des persécutions personnelles. Un migrant, c'est quelqu'un qui se déplace d'un pays à un autre pour des motifs divers, tout aussi légitimes au niveau humain, mais néanmoins qui sont considérés différemment par le droit international. Est-ce qu'un réfugié peut rester aussi longtemps qu'un migrant ? Et l'inverse ? Alors, un réfugié est forcément un migrant, puisque c'est quelqu'un qui est passé d'un pays à l'autre. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Et un réfugié, s'il est reconnu réfugié, avant cela, il est demandeur d'asile dans notre pays, eh bien, il a la protection du pays d'accueil. Donc, la Suisse, un migrant, lui, s'il a un statut qui justifie cette migration, ça peut être le travail, les études. Il y a beaucoup de motifs pour lesquels on peut légitimement, selon notre droit national, venir dans notre pays. À ce moment-là, on a la protection que nous donne le permis que l'on obtient. Par contre, à l'échéance, souvent, ces personnes doivent retourner dans leur pays. Et ça, tout est question de permis, de statut juridique, au fond. C'est ça qu'il est. Oui, la société évolue. Notre appréhension du problème n'est pas la même aujourd'hui qu'elle l'était hier. Et on le voit avec la crise ukrainienne. La perception n'est pas différente, est parfois différente selon d'où les personnes viennent. On en parlera peut-être. Oui, justement. Comment on les prend en charge, peut-être, vous, Ariane Merkelbach, vous êtes la première interlocutrice de ces personnes, en tout cas sur territoire genevois, à l'Hospice Général. Est-ce qu'on les prend en charge différemment, les réfugiés versus les migrants ? On essaye de les prendre en charge de la même manière. Par contre, ce qu'ils ont de différent avec les autres, c'est effectivement le permis, puisque les Ukrainiens ont ce fameux permis EASA. Par contre, au niveau de la prise en charge, qu'elle soit au niveau de l'hébergement, qu'elle soit au niveau de l'entretien, qu'elle soit au niveau de l'acquisition de la langue, des soins médicaux, elle est exactement la même pour les Ukrainiens que pour des réfugiés qui viennent d'autres nationalités. Et comment se passe concrètement leur arrivée sur le territoire ? Alors, les gens arrivent dans un centre fédéral pour l'asile. Pour le canton de Genève, la plupart du temps, c'est Boudry. De Boudry, les personnes où elles sont enregistrées par le secrétariat d'État aux migrations arrivent dans le canton de Genève. Dans le canton de Genève, elles sont enregistrées au niveau de l'Hospice Général, dans notre centre du Bouchet. Et puis, de là, elles iront encore à l'Office cantonal de la population et des migrations pour obtenir le permis en tant que tel, la carte d'identité S, si vous voulez, qui leur permettra d'avoir le statut en tant que tel. Et quand est-ce que vous intervenez, docteur Durieux ? Alors, on intervient déjà au niveau du Bouchet, donc le centre d'accueil du Bouchet pour les réfugiés d'Ukraine, mais également au centre d'accueil Louis Cazaille, qui est également un centre d'accueil de l'Hospice Général pour les autres réfugiés. Et si je peux me permettre un petit complément par rapport à ce qu'a dit Madame Danielle Merkelbach,
Je pense que pour les réfugiés d'Ukraine, il y a, et les autres réfugiés nous le disent, il y a une sorte de facilité pour arriver en Europe occidentale que n'ont pas, bien évidemment, les réfugiés qui sont arrivés de Syrie, d'Érythrée ou d'Afghanistan. Et puis, le séjour dans les fameux centres fédéraux asile est beaucoup plus court, puisqu'en général, on prend un rendez-vous et que pour les Ukrainiens, c'est un rendez-vous d'une journée, alors que les autres réfugiés peuvent rester jusqu'à 140 jours dans ces centres fédéraux asile. Donc, tout ça, ça conditionne aussi les problématiques de santé, puisque d'un côté, les réfugiés d'Ukraine n'ont pas eu d'évaluation dans les centres fédéraux asile de santé, d'évaluation de santé dans les centres fédéraux asile, alors que les autres réfugiés qui sont attribués au canton de Genève, puisqu'ils ont passé jusqu'à 140 jours, ont pu déjà bénéficier de quelques soins médicaux. Et donc nous sommes heureux d'être là, présents dès leur arrivée, pour leur montrer d'une part que l'hôpital public est ici pour eux, puisqu'ils sont pris en charge principalement au sein des HUG, et puis aussi pour régler un certain nombre de questions urgentes qui peuvent être un manque de médicaments, par exemple, ou un rendez-vous médical très rapide en raison de leur état de santé. Alain Colli, ces échanges d'informations entre l'Hospice Général, qui s'occupe de la réception, puis ensuite votre institution, les hôpitaux universitaires, qui prodigue les premiers soins, qui fait les premiers check-up aussi, on parlera dans le détail. C'est assez nouveau comme dispositif ou c'est quelque chose qui s'est toujours déroulé de cette façon ? Alors la coordination, elle a toujours existé. C'est une coordination très étroite avec les autorités cantonales, avec l'Hospice Général, ça c'est certain. Maintenant c'est vrai que l'ampleur de la crise ukrainienne fait qu'on a dû renforcer justement cette coordination pour être au plus près des besoins et puis pouvoir adapter le dispositif en fonction des arrivées. Je rappelle qu'on n'a jamais vu autant d'arrivées de réfugiés en Suisse pour la crise ukrainienne que depuis le Kosovo. On a déjà dépassé ces chiffres-là. Et pour nous, c'était vraiment important sur le canton de Genève qu'on puisse avoir une coordination la plus étroite possible pour adapter le dispositif. Justement, monsieur le conseiller d'État, où est-ce qu'on en est actuellement en termes de chiffres, en termes d'accueil de réfugiés, Ukraine et tous confondus au fond? Alors moi j'ai les chiffres ukrainiens, les derniers, je sais que parce que les réfugiés ukrainiens arrivent en grand nombre en Suisse, il y a aussi une arrivée parce que les centres fédéraux d'asile sont mis à disposition aussi de ces nouveaux arrivants. Donc des réfugiés ou des demandeurs d'asile antérieurs sont envoyés dans les cantons et je sais qu'on a aussi un afflux normalement de personnes d'Afghanistan ces derniers temps. En ce qui concerne l'Ukraine, on a plus de 3000 personnes pour Genève avec, il faut le dire quand même, près de 700 enfants. Entre 5 et 18 ans, ce qui est un défi quand même majeur que l'on n'a pas eu précédemment, puisqu'il faut évidemment les accueillir. On ne sait pas pendant combien de temps ils resteront. Donc pour l'instant, on est proche de la fin de l'année scolaire. Donc il y a des solutions transitoires qui sont trouvées. Mais si évidemment, ils doivent commencer l'année scolaire, il faudra qu'ils soient intégrés dans des classes. Il faudra prévoir pour le plus long terme. Maintenant, peut-être Mme Merkelbach a les chiffres de l'Hospice Général pour l'ensemble des réfugiés sur le canton. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent d'ailleurs en ce moment. Mais on sait, parce que la migration, quelque part, elle est saisonnière, que les gens commencent à arriver maintenant, mois de juin, juillet, et elle se poursuit grosso modo jusqu'au mois de novembre, voire même décembre, suivant les années. Et les gens proviennent, comme l'a dit Monsieur le conseiller d'État, majoritairement d'Afghanistan. Ce sont des jeunes Afghans, et puis ensuite on en a qui viennent toujours d'Érythrée, d'Afrique du Nord, Somalie, etc. Mais c'est vraiment, on les compte par quelques personnes par semaine, pas plus. Est-ce que c'est difficile de leur trouver, parce que vous avez la difficile mission de leur trouver ensuite un logement, si possible à long terme, de leur trouver aussi des formations, de leur trouver une place pour vivre pleinement ici, au fond? Exactement, ça s'appelle l'intégration. Le logement, on aurait pu le dire, c'est beaucoup plus simple. Le logement, c'est la première chose qu'on doit réaliser. Le logement à Genève, c'est difficile, je crois qu'on le sait tous. On accueille toutes les personnes qui viennent, qu'elles soient ukrainiennes ou d'autres nationalités, dans des centres d'hébergement collectif. Ça, c'est le premier point de chute. Et puis, à partir du moment où la personne a acquis un certain vocabulaire
français et puis un certain degré d'autonomie, si je peux dire, à ce moment-là, on leur cherche un appartement individuel, on les accompagne dans la recherche d'un appartement individuel là, pour le restant de leur vie, je dirais, à Genève. Maintenant, ça dépend effectivement tout du statut. Les personnes qui seront déboutées de l'asile n'auront malheureusement pas la possibilité d'avoir un appartement, un hébergement individuel. Les Ukrainiens sont dans des structures qui sont extrêmement temporaires parce que le statut de protection S, je le rappelle, est aussi temporaire. Normalement, les personnes sont censées rentrer chez elles à la fin du conflit en Ukraine. Tout simplement, on ne sait pas combien de temps il va durer. Donc, on a aussi créé en ce moment des hébergements qui sont plutôt provisoires pour cette population-là. On va parler du côté psychique, psychiatrique en deuxième partie d'émission dans le détail, mais c'est vrai, docteur Proman, le fait d'accueillir ces personnes, de leur offrir un logement, une formation, là on voit les effets directs, immédiats sur le mental. Oui, alors je pense que vraiment les conditions d'accueil sont essentielles sur la manière dont les gens vont évoluer. Il y a les choses qu'ils ont vécues avant dans la guerre, les choses qu'ils ont vécues sur le chemin pour arriver chez nous. Comme le disait la doctoresse Durieux, c'est un peu différent pour les Ukrainiens puisque les parcours sont souvent un peu plus simples, en tout cas par rapport à des gens qui ont traversé la mer, qui ont traversé l'Europe, comme les Afghans dont on parlait plus tôt, ou les Syriens ou les Irakiens. Mais ensuite, la manière dont on les accueille ici a vraiment un impact important sur leur devenir parce qu'ils peuvent se sentir en sécurité, trouver un lieu pour vivre, trouver un objet dans leur vie, enfin avoir des buts dans leur vie, travailler, se former, aller à l'école. Donc ça, c'est très important pour la santé mentale. C'est un peu les bases. Et pour vous, monsieur le conseiller d'État, en termes de sécurité publique, j'imagine que d'avoir des gens bien dans leur tête, c'est toujours plus rassurant pour vous. Bien sûr, c'est vrai pour les personnes qui arrivent chez nous, d'autant plus que pour nos jeunes à nous. Avoir un but dans la vie, c'est important effectivement pour trouver un équilibre. Évidemment, quand on a comme les réfugiés ukrainiens qui sont majoritairement des femmes et enfants avec des proches qui sont restés sur place, il y a tout ce problème aussi de l'incertitude. Non seulement est-ce qu'on va pouvoir rentrer chez nous, mais qu'est-ce qu'il en est de notre mari, de notre frère, notre père qui est resté sur place. Et ça, évidemment, c'est problématique puisqu'on n'a pas directement la solution au problème chez nous, puisque ça dépend évidemment de circonstances sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. Est-ce qu'en termes d'accueil, je vous pose la question à toutes les deux, est-ce qu'on peut faire mieux ? En termes d'accueil par rapport aux Ukrainiens ou par rapport à tout, parce que vous avez en face de vous le directeur adjoint des HUG, vous avez le conseiller d'État en charge de la santé, c'est le moment de leur dire ce qu'il faut faire. Ce serait malhonnête de dire qu'on ne peut pas faire mieux. On peut toujours faire mieux, bien évidemment, on peut toujours faire mieux. Je crois qu'on fait dans la mesure du possible, le mieux possible, mais c'est clair qu'on peut toujours faire mieux. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, quand on a une telle quantité de personnes qui arrivent en même temps, c'est aussi très difficile. Il faut s'organiser en urgence, il faut planter un décor organisationnel de manière extrêmement rapide et on essaye de l'améliorer au fil du temps qui passe. Moi, je vais prendre ma casquette de médecin de santé publique et puis je rejoins Ariane pour dire qu'effectivement, on peut toujours faire mieux. Je pense qu'un des points qu'on peut évoquer, c'est cette notion pour la santé de déterminants sociaux de la santé. Et comme le disait ma collègue Natacha Proman, ça a un impact majeur sur la santé, les conditions d'accueil, les conditions de logement. Et puis, on voit très bien que certains foyers ou certains centres d'hébergement collectif sont beaucoup plus vétustes que d'autres. Et ça a aussi un impact sur la santé, le nombre de personnes par chambre, partager une chambre avec quelqu'un qu'on connaît absolument pas. Ça peut aussi avoir un impact majeur sur la santé, notamment mentale, notamment si on a vécu des mauvais traitements dans son pays d'origine ou durant la phase de transit. Et puis, je pense qu'il y a aussi une forme de soutien de la société d'accueil. Je crois que le soutien par la société civile, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, on voit qu'il a été massif, majeur, très enthousiaste pour les Ukrainiens. On n'a pas vu tout à fait la même chose quand on a eu la chute de Kaboul et la reprise totale de l'Afghanistan par les talibans ou pendant la guerre de Syrie. C'est la même chose également pour les Érythréens et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer.
Monsieur Poggia, est-ce qu'en termes de moyens, c'est facile de faire adopter des budgets qui concernent l'accueil des réfugiés, l'accueil des migrants? Est-ce que c'est quelque chose qui passe quand même un petit peu moins facilement que quand il s'agit de je ne sais pas, construire une école ou que sais-je? Bon, certainement. On l'a vu par contre avec l'Ukraine que spontanément le Parlement a lui-même voté des budgets supplémentaires. Donc, comme l'a dit très justement Madame la docteure Durieux, il y a une implication de la population qui semble beaucoup plus présente pour l'Ukraine. Combien de temps va-t-elle durer? Ça, on se pose aussi la question, puisque souvent il y a des élans, mais ils retombent rapidement. Non, c'est compliqué. Il faut aussi garder un juste équilibre entre ce que l'on fait pour nos populations et ce que l'on fait pour les personnes qui arrivent. On sait qu'il y a des difficultés aussi à se loger dans notre canton, donc il peut y avoir aussi une perception, c'est loin d'être le cas encore. Aujourd'hui, il faut bien le dire, on n'accueille pas mieux les gens qui viennent d'ailleurs que notre propre population, mais il faut faire attention, il y a des gens qui cherchent aussi pour leur famille des logements depuis très longtemps. S'il y avait un message officiel du style « il suffit que vous veniez d'ailleurs et vous avez un logement à disposition », je pense que la perception qu'aurait la population de cet accueil serait différente. Question de santé publique, y a-t-il un devoir de leur assurer des soins aux personnes qui rentrent ici sur le territoire? Monsieur le conseiller d'État, Monsieur Colli. D'abord, oui, on a une obligation internationale, puis ensuite c'est le bon sens. Les gens qui voudraient que l'on réduise les prestations, il faut quand même dire ce que fait Genève et ce que fait le canton de Vaud aussi par rapport à d'autres cantons, avec notre programme Santé Migrants qui est remarquable. Nous, on considère que toute personne qui est sur notre territoire, quelle que soit d'ailleurs sa situation de séjour, même en cas de séjour illégal, a droit à une prise en charge en fonction de son état de santé. C'est le bon sens, je pense. Il y a beaucoup de maladies, on le sait, on sort de 2 années qui nous le rappellent, le cas échéant, il y a des maladies qui sont contagieuses. Donc, quel intérêt même de finalement faire une discrimination entre les gens d'ici et les gens qui viennent d'ailleurs? On a évidemment un souci qui est commun de santé publique et au-delà du devoir humanitaire que l'on doit avoir, et à Genève sans doute plus qu'ailleurs, il y a ce bon sens qui veut que l'on doit prendre en charge toute personne en fonction de son état de santé. Docteur Durieux ou Monsieur Colli, souhaitez-vous réagir? Oui, peut-être ajouter que notre responsabilité aussi aux hôpitaux universitaires de Genève, c'est de s'assurer que finalement, peu importe le volume de réfugiés qui arrivent, la pression qu'on peut avoir sur le système, on puisse toujours avoir un équilibre où on garantit les soins à la population genevoise de la même manière qu'avant ou sans la crise. Et puis ça, c'est notre première responsabilité d'équilibre. Et puis l'autre responsabilité d'équilibre, c'est de nous assurer aussi que tous les réfugiés qui ont des besoins de santé soient pris en charge de la même manière. Et que là aussi, même si on met des dispositifs ad hoc en place pour pouvoir garantir cet accès aux soins, eh bien qu'on le fasse pour tous les réfugiés et pas uniquement pour ceux qui, pour une raison X ou Y, peuvent nous sembler plus proches de nous, culturellement, par exemple. Et ça, docteur Durieux, ça concerne aussi les personnes qui sont résidentes à Genève depuis des années, depuis des décennies, parce que des personnes qui arrivent, il faut quand même leur faire un check-up, il faut, comme l'a dit monsieur le conseiller d'État, éviter que des virus se propagent. Hein. C'est l'humain. L'humain propage des maladies, ça a toujours été le cas, ce sera toujours le cas. À quoi on fait attention quand on accueille des réfugiés, des migrants? Alors, vous évoquez cette notion de risque sanitaire qui a toujours existé. Hein. L'étranger, ça fait peur parce qu'il amène des virus, des microbes, etc. Alors, effectivement, il est important de vérifier qu'il n'y ait pas un risque de contagiosité de certaines maladies. On pense à la tuberculose, qui est une maladie contagieuse, mais pas tant que ça, et qui nécessite aussi un certain nombre de conditions pour pouvoir se propager d'un individu à un autre. Mais on pense beaucoup moins à d'autres maladies tropicales. Par exemple, lors de la crise migratoire précédente, en 2015, on a vu arriver beaucoup d'Érythréens et on s'est rendu compte que la moitié d'entre eux présentaient une maladie tropicale qui s'appelle la bilharziose. Puis du coup, alors elle ne se transmet pas du tout d'une personne à l'autre dans notre pays, mais par contre, elle peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé parce que c'est une maladie qui se chronicise et puis qui peut impacter vraiment de manière très, très sévère la santé des individus. Donc en fait, ce qui nous aide, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie et du coup, en fonction de la prévalence, la fréquence des maladies dans les pays d'origine, on va rechercher plus ou moins dans tel ou tel groupe de population telle
telle ou telle maladie infectieuse. Maintenant, et puis je pense que vous allez passer la parole à ma collègue Natacha Provenant, je crois qu'un des problèmes majeurs aussi, c'est la problématique de la santé mentale chez les réfugiés. Et de la même façon que on évalue l'état de santé global des personnes, et on n'a pas parlé encore des maladies chroniques, mais effectivement, et chez les Ukrainiens, où on a beaucoup de personnes âgées, on a pas mal de personnes qui ont un diabète, une hypertension, des maladies cardiovasculaires qu'il faut traiter. Et ben de la même façon qu'on recherche les maladies infectieuses et maladies chroniques, il faut rechercher les problématiques de santé mentale liées à l'exposition à la guerre. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important dont on se rend compte de plus en plus maintenant. On va parler de la santé mentale, mais d'abord quand même des questions sur la prise en charge médicale. On leur fait un check-up complet, on regarde d'où ils viennent et on se dit, dans cette zone-là, on fait une cartographie, il y a plutôt des maladies qui ressemblent à ça, etc. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez des gens qui arrivent au Bouchet, par exemple? Alors, on ne fait pas un check-up complet parce qu'il est rare qu'on fasse un check-up complet à n'importe quel Genevois. C'est vrai que les gens souvent disent « faites-moi un check-up, docteur », mais ce n'est pas vraiment notre notion en tant que médecin de premier cours de faire un check-up comme ça et de balancer plein d'examens et des radios. Pourtant, apparemment, c'est ce que les Suisses font beaucoup parce que c'est une des causes de l'explosion des coûts de la santé, la bobologie. En règle générale, les gens demandent ça, mais s'ils ont un bon médecin de premier cours, on va leur faire un check-up ciblé d'une part sur leur risque, sur leur origine en l'occurrence, et effectivement pour des personnes. Alors les Ukrainiens, on fait un dépistage systématique de la tuberculose, mais on le fait vraiment sur la base de questions. Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous avez de la fièvre? Et jusqu'à présent, en tout cas à Genève, on n'a pas dépisté un seul cas de tuberculose, ni chez les adultes, ni chez les enfants. Alain Colli, on le sait, les hôpitaux sont des lieux où les maladies s'échangent. On l'a même vu pendant le Covid. Les gens même attrapaient le Covid à l'hôpital. Enfin voilà, c'est pas un secret, c'est comme ça. Ça a toujours été le cas. Est-ce que là aussi, on fait attention quand des personnes viennent de l'étranger avec des pathologies qu'on a peut-être moins l'habitude d'avoir ici? Quels sont les dispositifs qu'on met en place? Ah, bien entendu, on fait toujours attention. Mais c'est vrai que pour les réfugiés, là-bas, on est surtout dans de l'ambulatoire, ce qui veut dire que les risques de transmission nosocomiale sont très faibles. On va écouter un témoignage d'une personne réfugiée. Il s'appelle Jonas, il vient d'Érythrée. Il a répondu aux questions de vous, je crois, docteur Durieux, caméra portée par Laurent Mégevin. Je suis arrivé en Suisse en 2016. Depuis l'Érythrée jusqu'à Soudan, ça m'a pris 2 semaines. J'ai vécu 1 an au Soudan. Je suis parti en la Libye. J'ai resté presque 3 mois en Libye. Et puis après, je suis parti en Italie. J'ai resté 1 mois en Italie. Le voyage, ça a duré à peu près 1 an. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes, des médecins qui m'ont aidé et qui sont là encore, ils sont en train de m'aider. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Philippe. C'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a guidé. Et puis ça fait presque 2 ans que je suis avec eux et ça m'aide énormément. Avant, je n'avais pas ni le cours ni le travail. J'ai passé toute la journée et aujourd'hui, 3 fois par semaine, je travaille avec eux. Je suis content. Pour moi, en général, ça m'aide énormément. Premièrement, il n'y a pas de jeunes de mon pays, des Érythréens. Et j'ai créé l'amitié, j'ai fait connaissance des autres. Même si c'est 1h30 par jour, 3 fois par semaine, ça m'aide énormément. Au début, c'était très difficile. En plus, j'ai eu un accident de vélo, j'avais des problèmes dans le cheville, puis c'est quelque chose qui est très difficile de faire l'opération. Et puis chaque fois, le responsable, je lui disais, je me sens mal, j'arrive pas, j'ai mal les pieds. Et il me disait chaque fois, même si avec le béquille, il faut que tu viennes.
Oui, c'est vrai, en électrique, ça n'existait pas ça. Mais c'est mélange entre la danse et le karaté. Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'aime beaucoup. Fermons les hôpitaux, ouvrons des salles de capoeira, c'est un peu ça le message d'un docteur Promand. On voit quand même l'impact voilà, d'un but, le côté mental, c'est important. Oui, non, ça montre très bien ce petit extrait. Il dit d'abord que il a fait ce long parcours pour arriver en Suisse, donc on voit l'impact que ça peut avoir sur sa santé. Ensuite, oui, il dit plusieurs choses. Il dit que ça lui donne un rythme, enfin il le dit pas comme ça, mais ça lui donne un rythme, un but, plusieurs fois par semaine. Ça lui fait des amitiés. Et il est très intéressé à avoir aussi des amitiés hors de sa communauté. Ça, je pense que c'est un très bon signe de santé mentale, de pouvoir être capable d'aller à la rencontre des autres qui sont différents. Et c'est un très bon signe pour l'intégration dans la société plus générale en Suisse. Il y a l'aspect physique, c'est très important, je crois, c'est très important pour la santé mentale d'avoir aussi un bon état physique. On sait que les gens qui ont des maladies chroniques ont un bon état de santé mentale. Et puis, ils se retrouvent aussi dans l'activité, dans le plaisir de faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est plusieurs éléments qui sont bons pour la santé mentale. Sophie Durieux, vous souhaitez réagir? Oui, je suis contente qu'on ait pu évoquer cette activité de capoeira que nous avons développée au sein du programme Santé Migrants, précisément pour les patients qui ont des problèmes de santé mentale, mais n'ont pas forcément toujours envie d'être suivis en psychiatrie. Et puis, ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles. Et on s'est inspiré d'un projet qui s'appelle Capoeira for Refugees, qui a d'abord été initié dans des camps de réfugiés syriens, mais qui a aussi un peu essaimé en Europe. Et je pense que ce type d'activité peut correspondre à un certain nombre de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui n'ont pas forcément envie ou qui, à un moment ou un autre, n'ont plus envie d'être suivis en psychiatrie. Et puis, ça a permis, en l'occurrence, Jonas a repris également aussi un suivi en psychiatrie parallèlement à cette capoeira. Donc, je pense que c'est vraiment un très joli projet. Monsieur le conseiller d'État, on a la solution pour faire baisser les coûts de la santé, quoi. Des cours de capoeira. Et financer les cours de capoeira. Le sport, de manière générale, mais c'est vrai que ces arts martiaux qui permettent aussi d'acquérir une confiance en soi. Vous en avez fait, vous? J'en ai fait. C'est vrai que à l'adolescence, j'ai fait du karaté pendant 15 à 20 ans. Ceinture noire? Non, marron, parce qu'après, il faut faire des compétitions, c'est un peu compliqué. Mais je dois dire que, en tout cas, si on le fait bien, c'est vrai qu'il y a des arts martiaux dans lesquels le seul but, c'est de taper. Et ça, évidemment, c'est absurde. Mais quand il y a toute cette philosophie derrière, cette recherche de l'équilibre, c'est pas simplement un équilibre sur un pied, dans les gestes que l'on pratique, mais aussi cet équilibre mental, c'est une bonne chose. Et je pense qu'effectivement, il faut soutenir cela, y compris pour les jeunes d'ici. Je pense que ce qui est bon, a fortiori pour des personnes qui ont eu un parcours de vie extrêmement difficile, les aussi, dans une moindre mesure pour nos jeunes à nous. Vous restez avec nous tous les 5, on a effleuré le sujet, mais dans la deuxième partie de cette table ronde, nous ferons un focus sur les enjeux spécifiques liés à la situation actuelle, aux situations de guerre qui minent le monde. Nous ferons aussi un focus sur les questions mentales, même si nous en avons déjà un petit peu parlé durant cette première partie. Et nous ferons également un point sur les problématiques spécifiques liées aux enfants. À tout de suite.